Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Répétition Minute. Alors aujourd'hui le sujet est un petit peu particulier parce qu'il m'a été demandé par un auditeur du podcast et ami Alex que je salue. Et il s'agit donc de faire le débrief du salon Watches and Wonders qui s'est conclu là il y a une petite dizaine de jours. Et pour faire ce débrief, j'ai avec moi mon ami et collectionneur Benjamin. Salut Benjamin. Salut Marc et bonjour à tous. Ça va ? Bah ça va pas mal et toi ? Nickel, bon on va y aller direct. Avant de passer en revue un petit peu les différentes sorties qui nous ont marqué, qui nous ont interpellé toi et moi. Alors on va peut-être pas tout revoir parce qu'il y a quasiment 40 exposants, donc ça fait beaucoup trop de montres. Mais déjà plus une vision un petit peu d'ensemble, et je voulais avoir ton avis là-dessus. On a vu énormément, s'il y a un truc qui ressort de ce salon, c'est les cadrans verts. On a vu plein de marques qui le font. Et toi, quelle est ta position un petit peu là-dessus sur cette mode ? On peut parler de mode, quoi. Bah ouais, c'est une mode. Moi, honnêtement, je suis pas un grand fan des cadrans verts. Ça, personnellement. Je trouve qu'il y a eu des bonnes déclinaisons sur des bonnes nouveautés. Bon, la Nautilus, ça a quand même plus ou moins de la gueule, mais parce que la montre, elle a de la gueule quoi qu'il arrive. C'était très beau. Ça a été annoncé juste avant Watches and Wonders sur les Royal Oak, là, avec AP. C'est très beau, mais moi je suis un fanatique du bleu, donc oui, je vais pas te délater, c'est des beaux cadrans, mais il y a un côté fausse nouveauté, juste animation cadran, ça me fait pas rêver, je trouve pas ça super excitant. Disons que là où je te rejoins sur la couleur, c'est que un petit peu comme toi, j'avais un a priori déjà quand on voyait il y a quelques années les premiers cadrans verts qui arrivaient, puis on avait l'occasion déjà d'en débattre un petit peu entre nous. Certes, il y a des résultats qui sont assez jolis, mais par contre, je trouve que ça reste, entre guillemets, importable si c'est ta seule montre. Oui, si t'as plusieurs montres et que t'as envie d'apporter quelque chose d'un petit peu différent, il y a effectivement certaines montres qui sont vraiment bien exécutées, le rendu est franchement joli. Autant à la différence d'un cadran bleu, où on disait aussi, ouais, c'est mode, et c'est vrai qu'il y a clairement cette appétence en ce moment pour le cadran bleu. La différence, c'est que ton cadran bleu, tu peux le porter littéralement tout le temps, quoi. C'est vrai, c'est plus volatile, ça passe partout un cadran bleu, c'est quand même très élégant. Cadran vert, pourquoi pas. Après, j'en ai une en tête là, il y a la nouvelle Reverso là. Ouais. Qui a un cadran mais qui est vert marron, après je suis un peu daltonien donc je sais pas si je suis la meilleure personne à qui demander il était violet, voilà. les différentes nuances des cadrans, mais je trouve que sur une Reverso, c'est un très bel exercice de style et ça rend très bien, quoi. Bah justement, parlant des nouveautés, donc de Gégère, qu'est-ce que t'en as pensé cette année ? Bah la Reverso là en question, elle est très jolie. Après, ce qui est dingue, c'est que pour moi, nos amis de chez Gégère, ils ont un peu la carte, le prix de la haute horlogerie dans le sens où la Reverso qu'ils ont sorti. Les Boss Mechanica là ? Ouais, c'est une dinguerie ce truc-là. Ouais, alors pour la décrire rapidement, c'est une super Reverso. Je crois il célébrait le 90e anniversaire de la Reverso. Quand je dis une super Reverso, parce qu'elle est très compliquée, c'est la Reverso la plus compliquée. Elle est sur 4 faces, c'est-à-dire qu'il y a déjà les 2 faces classiques de la Reverso, et puis après il y a ce qu'on appelle le brancard, qui lui aussi a 2 faces avec des indications. Une tombe du ciel et genre de complications un petit peu célestes comme ça, et c'est vrai qu'elle est franchement magnifique. Enfin c'est une énorme sortie qu'ils ont faite. Là où j'allais dire ça me dérange évidemment absolument pas, au contraire ça m'enchante, mais c'est que ça reste une montre qui finalement va concerner je pense qu'elle est limitée, il doit y avoir une quinzaine de pièces, quelque chose comme 10 ça. Pièces. Voilà, 10 pièces. Là, j'ai les photos sous les yeux, et puis je vois 10 pièces limitées. Ouais, c'est complètement dingue. Mais bien évidemment, je comprends ce que tu t'apprêtes à dire. C'est de l'horlogerie qui est intouchable, quoi. Voilà, qui est intouchable, et sur des exercices comme celui-ci, Watches and Wonders, à chaque fois j'ai l'œil de l'amateur, mais aussi du potentiel collectionneur qui aimerait bien l'avoir à son poignet. Et je sais que celle-ci, elle sera pas à mon poignet. Il y a le prix évidemment, il y a le fait que ça soit hyper limité. Et donc voilà, j'ai du mal vraiment, moi personnellement, à me projeter dessus. Évidemment. Mais ça reste une montre qui est magnifique.
J'aime beaucoup la Reverso comme tu le sais, Ouais. et la montre elle est particulièrement dingue. Ouais. Je trouve que c'est dingue, le côté 4 faces, montre astronomique, des complications en veux-tu en voilà. Puis les différents types de finitions sur le cadran, suivant les Exactement. faces, etc. Enfin, je parlais justement du cadran vert où tu peux te lasser. Bon bah là, quand t'as une montre comme ça au poignet, c'est impossible de Oui, t'en lasser, quoi. je l'ai sous les yeux là, enfin je veux dire, je l'ai sous les yeux. Malheureusement, j'ai pas la montre. J'ai différents visuels et c'est assez dingue la décoration ce qu'ils ont fait parce que elle est à moitié open earth, on voit vraiment des composants en fait du mouvement, du calibre, mais aussi il y a du guillochage, Ouais. c'est décoré en fait un coup sur les parties du cadran, un coup sur les ponts. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Les auditeurs là, je vraiment vous encourage à aller voir sur internet les différentes photos haute qualité. Ça a sacrément de la gueule. Ouais. Mais La oui. pièce elle est dingue. Et techniquement, ça serait un peu compliqué à expliquer comme ça, mais il y a un travail qui est dingue. Et il y a le mouvement, il permet en fait sur le brancard à minuit, ça va enclencher quelque chose sur le brancard qui va lui permettre de bouger. T'as pas un mouvement qui bat dans le brancard évidemment, mais c'est hyper ingénieux. Enfin c'est assez fou. Après, voilà, sur les autres nouveautés, puisqu'on parlait de GGR, c'est là où je reste presque un petit peu sur ma faim, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont tout mis sur ce lancement-là, et en même temps, comment leur reprocher quand on a une telle pièce. Mais le reste, bah voilà, on était plus, comme tu disais, sur de l'animation de cadran. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui, pour moi, Je suis d'accord, il n'y a pas vraiment de nouveauté en ressorti, soi. Il n'y a pas de nouveauté en soi. plus que ça. S'il faut parler de nouveauté, moi, il y a une marque pour moi qui ressort. Puis c'est une marque que tous les deux on adore, forcément. C'est Vacheron Constantin. Bien sûr. C'est l'anniversaire, c'est le centenaire de l'American 21, qui est pour moi la véritable icône de Vacheron Constantin. Je pense qu'effectivement, si on doit sortir une montre qui vraiment a l'esprit de Vacheron, qui est reconnue, qui est là depuis longtemps, ça serait cette pièce-là, ouais, clair. Et surtout qu'il n'y a pas d'équivalent chez la concurrence. Exactement. C'est-à-dire que, évidemment, on voit partout sur Instagram, l'Overseas, etc. Ouais. Mais on pourrait dire, il y a des équivalents chez beaucoup de concurrents, quasiment tous les concurrents. Quasiment tous les concurrents. Par contre, l'American 21, pour moi, elle est franchement unique, quoi. Ouais, c'est un trait de design vraiment qui est reconnaissable entre mille, qui est propre à Vacheron, comme tu dis, qui est véritablement iconique, et les nouvelles déclinaisons qu'ils ont présentées, je les trouve super canon. La platine, c'est magnifique. En plus, le concept de la collection Excellence Platine. Alors, raconte un petit peu ce que c'est. Alors, c'est prendre en fait des montres iconiques de leur collection. Ils l'ont fait sur des traditionnels, ils l'ont fait sur des patrimonies. Et là, maintenant, ils le font sur l'American 21. Et c'est de la pimper, de la tuner, si on peut dire les choses simplement, avec le plus de platine possible. Ouais. Donc, ça veut dire boîte en platine, cadran qui est full platine, c'est du platine sablé, généralement sur les collections Excellence Platine. Tout le temps. Tout le temps. Et ça donne un rendu qui est hyper particulier et qui est extrêmement élégant. Ouais. Il y a un rendu qui est mat, mais avec des pointes de brillant. Ouais. Enfin, il faut, Un peu sablé comme sablé, exactement. Et c'est vraiment unique pour le coup. C'est pas quelque chose que tu as l'habitude de revoir ailleurs. Donc le cadran est vraiment canon et il pousse le vis du platine jusqu'à ce que je sais pas le mot français pour ça, le stitching du bracelet. T'as fait en anglais LV1, toi. C'est international. Ouais. Mais en gros, c'est la couture du bracelet, exactement. C'est un fil de soie et de platine. Exact. Donc c'est assez dingue. Il y a des petits morceaux de platine véritablement qui sont utilisés comme couture en couture dans le bracelet. Et ce qui fait que la couture du bracelet est assortie avec le cadran, est assortie avec la boîte. Ouais. Et alors j'avais aussi appris, toujours dans la collection Excellence Platine, que les aiguilles, elles, n'étaient pas en platine, mais en or gris, parce que ça serait trop lourd et ça poserait un problème au niveau du mouvement. Et pour que ça soit joliment accordé, les index aussi restent en or gris pour avoir cette uniformité entre index et c'est une uniformité et c'est très élégant parce que t'as ce côté sablé qui est un peu mat. Et par contre, aiguille, aussi bien les aiguilles que les index qui sont en or gris, il y a un côté brillant et qui ressort. Et du coup, ça crée un contraste hyper intéressant sur la montre qui est très très élégant.
Donc la version platine, bon, il me semble que c'est, on parle de quelque chose de plus de 50 000 euros. Limité à 100 exemplaires. Limité à 100 exemplaires, donc c'est extrêmement limité. Il n'y en aura pas pour tout le monde, assez pour tout le monde, c'est évident. Ce qui est un peu plus abordable, qui reste quand même une montre très chère, mais bon, ouais, c'est un peu plus abordable, c'est la version hors gris qu'ils ont sorti. Et moi, j'ai un gros coup de cœur pour la small model. Ouais, c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que l'American 21 existe en 2 tailles de boîtier, une 40 mm, qui est le modèle large entre guillemets, et une en 36.5 mm, exactement, qui est un modèle plus petit et qui peut être porté aussi bien par des femmes que par des hommes. Exactement, et c'est hyper important de parler de ce small model parce que à chaque fois quand on parle de small model et en plus dans l'imaginaire collectif, dans les représentations, on se dit bon ok c'est la version féminine de la montre, mais moi je trouve que pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment 2 styles différents et la taille de la boîte ça change le style de la montre. Donc le modèle, ce qu'on va appeler standard en fait, qui est le modèle large, ok elle est bien, mais je trouve qu'elle est particulièrement élégante en small model en 36.5 et sur un poignet masculin, ça fait pour moi office de dress watch ultime. Bah, j'ai eu le plaisir de l'essayer aussi. Alors c'est vrai que j'ai un tout petit poignet, donc forcément pour moi c'est plutôt ce modèle-là qui est indiqué. Mais là où je te rejoins aussi, c'est que la forme est tellement inhabituelle, particulière et forte que ça fait un super équilibre avec une plus petite boîte. Sinon, il y a vraiment un côté plus visible, plus costaud, plus massif. C'est beaucoup plus bulky. Hein, exactement. Après, si on a le poignet qui va avec, bah effectivement, faut prendre la version à 40 mm. Mais c'est vrai que il y a quand même un équilibre qui se crée avec la version à 36.5 et c'est vrai qu'elle se plaît. Et puis surtout pour tous les férus de vintage qui veulent vraiment être au plus proche de l'esprit, de la montre originale, c'est la small model. Complètement. Et puis alors, donc cette montre existait là déjà dans ces 2 tailles en version en or rose. Personnellement, je trouve que la version en or blanc, enfin or gris, et apporte un peu, je sais pas, un côté un peu plus frais, un peu plus jeune. C'est la couleur qui est aussi qui donne cet effet-là avant tout, mais c'est vrai qu'elle est sympa, quoi. En parlant d'autres nouveautés, et vu qu'on a parlé de Vacheron Constantin, on va rester un peu sur la Sainte Trinité de... Attends, je veux quand même qu'on reste chez Vacheron, pardon. Parce qu'il y a pour moi une montre qui était dingue. Il y a plein d'autres nouveautés chez Vacheron pour les autres, faut aller regarder. Mais l'Over6 QP squelette, est franchement magnifique. Très vrai. Et on parlait de petits modèles, toujours avec mon petit poignet, l'Over6 classique, la 45-0, 4500V. Pour moi, elle est un petit peu grande. C'est pas celle que je porterai le plus facilement. Avec après, mon elle poignet. passe, hein. Elle passe. C'est un mouvement ultra plat. Hein. Exactement. Elle passe. Non, pas la. Si. Tu parle du QP. Moi, je te parle de la classique. C'est pas un mouvement ultra plat. Ah oui, mais pardon. Voilà. On parle de la nouveauté du QP. Exactement. Et je voulais y venir. Et la classique pour moi est un petit peu grande quand on a un petit poignet comme le mien. À l'inverse, justement, c'est là où on se rejoint du QP qui lui est excessivement portable parce que justement, comme tu disais, c'est un mouvement ultra plat. C'est un mouvement squelette qui est magnifique. Enfin, il y a un look qui est franchement incroyable. En or gris avec des teintes un peu bleues comme ça. Enfin, on a une montre qui est franchement dingue. T'as raison, elle est magnifique et on avait déjà, il me semble, parlé précédemment quand ils avaient sorti en fait la version en rose. Oui, l'année passée, ouais. Ouais, l'année passée. Il me semble qu'on avait fait le podcast il y a pile un an. On se renouvelle pas trop sur les sujets. Hein. Exact. Et c'était déjà mon coup de cœur en fait cette montre-là l'année dernière parce que j'aime pas les montres squelettes généralement. C'est vrai. Je trouve que tout de suite c'est un côté assez cheap. Paradoxalement, même si ça représente toute la technique, je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Mais je dois dire qu'il y a une exception qui confirme la règle. Et je la trouve véritablement canon. C'est cette Oversize QP squelette. Elle est magnifique. En or rose, elle était déjà superbe. Là maintenant, le contraste avec le bleu sur l'or gris, t'as raison, c'est une réussite. C'est une montre, magnifique, quoi. Voilà, il y a eu plein d'autres nouveautés, etc. Mais comme je le disais en intro, on va pas tout faire. Et puis tu voulais parler d'une autre marque. Je voulais parler d'une autre marque pour rester sur la Sainte Trinité horlogère, c'est Patek. Ouais. Ils étaient vachement attendus au tournant. Oui, parce que déjà, faut le dire, c'était la première fois, en tout cas dans l'histoire récente, où ils venaient à Genève présenter leurs nouveautés en même temps que le reste, parce qu'habituellement, comme tu sais, ils étaient à Bâle, on était déjà là ensemble, tout ça. Donc c'est vrai qu'ils étaient attendus. Donc ils étaient vachement attendus, et surtout ils étaient vachement attendus, c'est que ça fait grand bruit où ils ont dit on arrête
la 57 11. 11, oui, Yes. la 57-11 cadran, fameux cadran bleu pour le Ouais, coup. ouais. Enfin cadran bleu grisé là. Ouais, cadran bleu, on peut dire. Cadran. Cadran bleu. Et donc tout le monde s'attendait à quelque chose de nouveau pour la Nautilus. Et je dois dire qu'on revient au fameux cadran vert. Donc oui, c'est élégant. Je trouve ça un peu boring et je trouve ça assez décevant en fait de la part de Patek sur Nautilus les animations quoi. Bah, disons qu'effectivement, comme tu arrêtes la 5711, tu dis qu'est-ce que tu vas faire pour remplacer, etc. Puis tu fais entre guillemets juste une version de couleur. Oui, c'est pas la créativité du siècle. Par contre, j'ai vu quelques rendus en vrai entre guillemets. Elle est franchement belle la montre. Donc je te rejoins. Oui, c'est pas l'innovation, c'est pas là aussi où je te rejoins, c'est pas, je dirais, à la hauteur de l'attente suscitée par l'arrêt de cette pièce-là. Ouais, carrément. T'aurais voulu. Mais ça parlait de version version titane, exactement. Ouais. Ça parlait de nouveaux mouvements. Ça parlait, je sais pas, potentiellement de nouvelles complications ou tu vois une nouvelle. Là, on a juste une animation cadran, quoi. Ouais. Et disons que là aussi où j'ai du mal à comprendre la logique, et puis j'en parlais précisément dans l'épisode précédent, le côté voilà, on arrête les 57-11 et puis il y a tout cet engouement autour de ces pièces-là. Il y a quand même la volonté qui était affichée de calmer un petit peu l'engouement autour de là-dessus. J'ai l'impression que c'est encore pire presque d'une certaine manière avec une montre comme ça. Donc j'ai plus du mal à comprendre. Il y a un côté un peu foutage de gueule en plus pour dire les choses simplement. On va calmer, on va lever le pied sur la 57-11, sur Nautilus, sur les montres sport. Ouais, bah non, en fait, tu lèves pas du tout le pied. Et ils en remettent une couche dessus. Après, voilà, elle est objectivement belle. Et ça, c'est une montre, je serais curieux de l'essayer, parce que, je sais, les photos que j'ai vues, je me dis, tiens, autant les cadrans verts, comme je disais en intro, c'est pas ce qui m'attirait le plus. Là, je trouvais que, je sais pas, il y avait un joli rendu, quoi. Mais ce qui était plus intéressant chez Patek, au-delà de la Nautilus, je dirais, pour moi, c'est les vraies, entre guillemets, nouveautés. Ouais, d'accord. Il y avait donc on va commencer, tiens, par le Cooper. J'ai plus la ref, peut-être tu l'as, toi, sous les yeux ou en tête. La référence 5236P. Voilà. Donc en platine. Donc c'est un QP affichage linéaire. Donc, bah voilà, c'est assez explicite dit comme ça. C'était une montre qui, cet affichage-là, qui n'existait pas sur une montre bracelet, était sur une montre de poche qui se trouve au musée ici à Genève, qui est assez jolie parce que très lisible. Souvent, le reproche qu'on peut faire au QP, c'est que c'est franchement difficilement lisible suivant les montres. Et puis là, via un astucieux système de disques, on arrive à avoir cet affichage linéaire. Exactement, où t'as le jour, la date, le mois. Exactement. Sur une seule ligne, parfaitement alignée. Et alors, qu'est-ce que tu penses de ça-ci? Alors, on attendait vachement Patek au tournant, pour Nautilus et compagnie. Pour moi, ils ont pas délivré sur leur segment sport. Par contre, énorme folie sur les montres classiques, c'est dingue. Ouais. Et puis, on parle du vert de la Nautilus. J'encourage les auditeurs à aller voir vraiment tous les visuels des montres dont on parle, dont ce QP 5236P. Là, ils ont fait un beau bleu. Le bleu est complètement dingue. Ouais, un peu fumé comme ça. Un peu fumé, un peu satiné presque aussi. Exactement satiné, comme s'il y avait un éclairage, il y a un dégradé. Ouais. Et il est plus sombre sur les côtés et plus clair au centre. La montre, elle est absolument magnifique. C'est vraiment une réussite, c'est complètement dingue. Puis elle a cette forme au niveau des cornes, je crois que c'est la référence 34-48, c'était pareil des montres, il me semble que c'est un QP aussi ou un quantier manuel, je sais plus, je dirais un QP. Je suis quasiment sûr que c'est un QP, ouais, avec ses cornes un petit peu comme ça. Enfin, ça reprend un petit peu cette esthétique-là qui est franchement réussie. On est sur une boîte en platine, on est sur un micro-rotor en platine qui est très rare dans l'industrie tout entière, je dirais. Exact. Qui a un super look, donc une grosse réussite aussi, je trouve. Un modèle vraiment sympa, quoi. Et donc on parle d'un sacré calibre, d'un sacré mouvement. Donc généralement, c'est des montres qui sont assez épaisses, assez grosses. On parle d'un diamètre en fait de la boîte de 41,3 mm. Alors c'est pas énorme non plus, mais là où je nuancerais, c'est que justement Patek sur leurs QP, etc., ils arrivaient à faire tenir des QP chrono dans des boîtes de 35 mm, tu vois. Donc, je vais pas m'extasier sur la taille là-dessus. Sans s'extasier, c'est que moi je trouve que rester en dessous de la barre des 42 mm, c'est vraiment top sur ce genre de montre.
Parce que on est pour moi sur la meilleure taille quand c'est aux alentours des 40 mm. Pour que tu aies de la lisibilité, il y a quand même pas mal d'infos sur le cadran, même si il est très sobre en fait en finalité ce cadran. Hein. Je veux dire, on a la petite seconde avec la phase de lune qui est parfaitement intégrée. Et puis comme tu disais, on a cet affichage linéaire en fait de jour, date et mois. Ils arrivent quand même à donner de la lisibilité. Il faut que si c'est trop petit, j'ai peur que ce soit trop resserré, trop renfermé sur lui-même. Effectivement. Et puis c'est là où pour moi on est dans tout l'intérêt presque de l'horlogerie d'une certaine manière, c'est qu'on parle tout le temps de complications. Et puis là, on arrive à simplifier l'affichage d'une complication. Donc c'est là où on peut dire que l'exercice est réussi. Chez Patek, ce qui m'a aussi interpellé cette année, c'était les nouvelles Calatrava. Ils ont sorti 2 modèles. Tu me fais plaisir. Parce que elles sont assez tu me fais plaisir. Elles sont réussies aussi, je trouve. Ce qui m'a plu, il y a le design, bon ça reste subjectif, mais de façon hyper pragmatique. On est sur un mouvement avec un stop seconde, avec une réserve de marge de 65 heures. On est sur une montre habillée. Finalement, c'est presque à contre-courant d'une certaine manière. C'est pas complètement à contre-courant. On parle en plus clou de Paris sur la lunette. Clou de Paris, c'est ultra ringard. Ça pourrait faire super vieillot ringard, effectivement. C'est ultra ringard. Mais c'est pour ça que c'est putain d'énorme. Ouais. Effectivement. Surtout, alors, il y a 2 modèles, un en or rose, un en or gris. J'ai une préférence perso pour l'or gris. Je pense que c'est aussi celui-là qui te plaît. Enfin, je sais pas. Ouais, j'adore l'or gris parce que j'aime beaucoup en plus les cadrans sombres. Là, il y a un cadran qui est gris très foncé, limite à la limite du noir. Donc, elle est très très belle. Mais elle a un côté désuet aussi sur l'or rose qui me plaît beaucoup. Je veux dire. Vraiment, les 2 montres, alors c'est les mêmes, mais les styles sont complètement différents en changeant la couleur du cadran et en changeant vraiment les matières de la boîte. Et les 2 styles, ils me vont très bien. Moi, je trouve que j'adore cette montre. J'adore cette montre. Disons qu'il y a quelque chose qui revient souvent aussi dans nos conversations, c'est qu'on se dit toujours, bon, effectivement, la montre sport, et on en a tous les deux, on aime énormément ça, etc. Mais on se dit, voilà, on attend et on prédit, toi et moi, le renouveau vraiment de la montre habillée qui saura captiver un petit peu un nouveau public et potentiellement plus jeune, etc. Sans tomber dans le côté trop vieillot et ringard, comme tu le disais. Et je pense que dans cet exercice-là, c'est franchement réussi. Le mouvement est beau, en plus. Le design est différent. Enfin, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau et que je trouve de réussir. J'ai une photo du mouvement sous les yeux. La finition, elle est folle, quoi. Il y a ces grands ponts là vraiment, et avec ces côtes de Genève, c'est assez fou. C'est super. Bon, alors il y a aussi d'autres nouveautés, mais on va pas toutes les passer en revue. Moi, un coup de cœur que j'ai eu quand même cette année, que je m'attendais entre guillemets pas à avoir, c'était les nouveautés Hermès. Alors je sais pas comment elle s'appelle la pièce, je crois que c'est genre H28 ou quelque chose comme ça. Je sais plus le nom de la pièce, mais on a une forme pas vraiment un coussin, pas vraiment rectangle non plus. La H08. Ah, 08, pas 28, 08, ouais. Je sais pas, j'ai trouvé ça... je saurais même pas dire tant ce qui m'a plu. Enfin, c'est principalement le design, j'ai trouvé ça vraiment différent. Et je trouve là où c'est intéressant, c'est que tu sens qu'ils sont partis un petit peu d'une page blanche, qu'ils ont pas refait quelque chose d'existant. Tu en parlais de Patek, ils sont inspirés de leur montre de poche, etc. Là, tu sens que c'est vraiment nouveau, que c'est vraiment eux. Et finalement, c'est un peu ce qu'on attend pour moi, d'un exercice comme celui du Watches and Wonders où tu présentes des nouvelles collections. Alors évidemment, on est toujours content de voir des belles inspirations du catalogue passé, etc. Mais aussi, j'applaudis quand t'as quelque chose qui est juste nouveau, qui est frais. T'as cette version, il me semble, c'est du titane ou du carbone, comme ça, un peu noir mat, comme ça, qui est franchement cool. Alors après, c'est j'allais dire abordable en termes de prix. On n'oublie pas qu'on est dans Watches and Wonders, anciennement Salon international de la haute horlogerie, donc on est tout de suite sur des prix hyper élevés. Et puis là, suivant les modèles, on était entre 5 et 8 000 francs suisses, donc un peu moins encore en euros, donc presque de l'entrée de gamme pour Watches and Wonders. On avait une montre qui, pour moi, est différente, avec un vrai look. Enfin, je sais pas, quelque chose que je trouvais de nouveau, de frais, qui un petit coup de cœur, quoi. Ouais, elle est très sympa. Et puis, une marque comme Hermès, ça sort pas du sérail horloger. Donc, ils sont obligés de se différencier en faisant des trucs nouveaux, comme tu dis. Ils pourraient pas faire vraiment de l'horlogerie traditionnelle comme les autres. Mais t'as plein de marques qui vont justement
aide un peu dans l'air du temps, etc. Alors, je dis pas que celle-ci est déconnectée de l'air du temps, au contraire, je trouve elle est très actuelle, mais elle a son identité propre et je trouve ça très fort aujourd'hui de faire quelque chose qui est propre sans que ça ressemble non plus à ce qu'il faisait avant. Tu vois, c'est vrai. T'as des codes Hermès évidemment. C'est très différent de ce qui avait été sorti précédemment. Mais et c'est là où je retire mon chapeau, c'est que cette fois, ça fait plusieurs années où ils sortent des trucs qui sont très très différents de ce que eux faisaient, très uniques et très réussis, je trouve aussi selon moi quoi. Je trouve ça pas mal du tout. Après, je peux comprendre que c'est une montre qui est clivante. Je pense qu'il y a pour pas mal de gens, c'est assez importable et ils vont trouver ça dégueulasse. Ouais. Et là, je vois il y a 3 variations. Hein. Il y a une variation, une avec un bracelet acier ou c'est un bracelet titane, je sais pas. J'ai l'impression que si c'est un bracelet acier. Et puis il y a 2 versions sous bracelet caoutchouc. Donc tous les deux en titane. Il y en a une titane du coup clair poli avec le bracelet orange. Très cool le bracelet caoutchouc orange. Quand t'es chez Hermès, il faut qu'il y ait de l'orange. Et puis il y en a une, c'est tu disais l'aspect céramique. Ouais, c'est de la titane en fait avec une sorte de couche de PVD là, ce qu'ils appellent DLC, tu vois, par-dessus moi c'est celle-ci voilà du graphène composite là. Et ça a de la gueule. Ça a de la gueule, il y a un côté limite sport et puis cette forme coussin qui est presque carrée, ça me fait penser au monde Bell & Ross pour le coup. Je vois pourquoi tu dis ça. Ça me fait penser au monde Bell & Ross. Et moi que j'aime beaucoup Bell & Ross, je sais que c'est une discussion on a eu pas mal de fois. Oui, c'est pas la marque 100% horlogère, mais Bell & Ross, c'était un bon coup de design. Et là, je trouve que elle a une vraie gueule cette montre là, surtout sur bracelet caoutchouc. C'est des codes de design qui sont sport, qui sont intéressants, qui sont très dans la lisibilité et qui sont très fashion mine de rien quoi. Ouais, complètement. Puis tu vois les index, ils ont une typo qui est particulière. T'as je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais on va dire au bout à l'extrémité de la petite seconde, tu vois que ça c'est bien proportionné pour que ça parcourt bien le cadran, etc. Enfin c'est bien fait. Non, cette pièce me plaisait là. Je serais curieux de. Elle est cool. Après il y a un détail un peu cheap qui me chagrine un poil, c'est qu'il y a les fonds transparents. Le mouvement est pas dingue. Et le mouvement est pas dingue. Et en plus, les fonds transparents, donc quand tu vois le mouvement est parfaitement rond sur une montre carrée, c'est toujours un peu bizarre, je trouve quoi. Enfin, quand on mélange les formes. C'est là, en revenant à la Reverso, c'est là où elle est particulièrement réussie, c'est que le mouvement, il a cette forme presque rectangulaire comme ça, le 822, qui est pour la version de base, qui est top, ouais. Mais là, c'est beaucoup en demander. Mais voilà, je pense que quand tu vas chez Hermès, tu viens plus pour cette esthétique-là, ce design, ces codes un peu plus fashion que tu mentionnais, plus que pour vraiment une espèce d'énorme mouvement, parce que tu verras peut-être moins sur cette marque-là, quoi. Puisqu'on est toujours un peu dans ce côté un peu plus fashion et moins purement traditionnel horloger, j'ai envie de parler de Cartier. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Cartier, cette année? Alors, Cartier, je veux faire une petite dédicace à mon ami Raphaël, qui est designer chez Cartier, et qui a designé 2 montres joaillères, dont la fameuse tortue. Encore une fois, les auditeurs, allez voir la montre tortue que vient d'annoncer Cartier. Bon, c'est particulier, hein, mais c'est complètement dingue. Et je trouve que c'est la montre joaillère la plus belle de tout le salon. Et vraiment chapeau bas, Raph. Très très bon design. C'est magnifique. Le cadran avec ses différentes écailles. Et qui se reflète, qui contraste avec les pierres précieuses et les différentes couleurs. C'est complètement dingue. Et en plus, c'est quelque chose qui est pas ma came du tout, en fait, à la base, les montres joaillères. Je suis très rarement touché par des montres joaillères. Et là, je dois dire que c'est particulièrement réussi. Ce qui m'a plu chez Cartier cette année, c'était... ça va peut-être te surprendre, mais donc ils ont sorti une tank quartz. Et non, je sais plus comment on dit ça, mais à énergie solaire. À énergie solaire, effectivement. Il y a un terme, mais je l'ai oublié. Oui, ils appellent ça Solar Beat. Mais en gros, c'est une sorte de panneau solaire, en gros. Si on mais avec des cellules photovoltaïques. Je sais pas comment on dit en horloger. J'ai un trou de mémoire, mais
Je sais pas pourquoi, bon, c'est mon côté gadget et je tiens ça de mon père justement sur ses montres. Il était très gadget, il a ses montres justement à énergie solaire et d'autres, etc. Et moi ça m'a toujours aussi attiré. Ça que j'aime bien à la fois avec les montres automatiques et puis justement les montres à cellules photovoltaïques, c'est ce côté. Elle vit avec toi, tu les portes, elle se recharge. Et on le retrouve là-dessus. Il y a un côté technologique moi qui me plaît aussi. Je suis pas du genre à dire tout ce qui est quartz hors de ma vue, j'en veux pas. Non, mais surtout c'est la montre qui se prête parfaitement à ce genre d'exercice. Ouais. Enfin, Cartier, on le sait, c'est pas connu nécessairement. Enfin, du moins pour les fans d'horlogerie, pour leur mécanique d'exception. Et la Tank, ce qu'on aime en fait, c'est son design. Ouais. C'est vraiment la gueule qu'elle a. C'est une montre qui est très élégante. Et d'en faire un quartz comme ça qui est pratique, qui se recharge en fait la batterie avec les rayons du soleil, bah c'est dans l'air du temps et c'est hyper pratique quoi. Complètement. Et Pierre, j'avais vu que c'était via les index, en fait c'était sur les index que tu avais ça qui captait l'énergie solaire, et ça me fait penser un petit peu aussi, alors c'est un autre style mais toujours dans montre à quartz, à l'élégante de Journe, avec ce côté montre très chic, très classe et quartz, et je pense que c'est aussi une tendance qui va arriver un petit peu d'avoir des vrais alternatives quartz pour de l'horlogerie de luxe avec pas juste un mouvement quartz mais voilà, que ça soit pour Journe avec son mécanisme qui est presque méca quartz, et puis celle-ci avec l'aspect photovoltaïque où on va au-delà du simple quartz mais on a quelque chose d'un petit peu plus sympa et qui plaît quoi. Elle est très cool, il n'y a pas d'histoire de changement de pile. Pour info, ils disent que vous pouvez attendre jusqu'à 16 ans avant de faire un service. Ouais, voilà. C'est bonnard. Ouais, c'est pas mal. C'est bonnard. Et puis, honnêtement, c'est pas très cher, hein. On parle d'une montre à 2500 francs, hein. Non, franchement, c'est... Donc, je parlais des premiers prix du salon, moi, celle-ci... Là, c'est vraiment top. Et puis alors chez Cartier, toujours dans la Tank, ils ont sorti donc des rééditions, on peut dire, de la Must avec des cadrans un petit peu colorés, tout ça, que je trouve très sympa aussi. Pas mal. Après, sur les différentes nouveautés de Cartier, moi, c'est la cloche. Ah, qu'est-ce que j'aime cette... J'ai failli l'oublier. Je dirais que s'il y a une vintage Cartier, en ce moment, je regarde pas mal tout ce qui est vintage Cartier. La Tank reste un classique, la Crash aussi, mais la cloche, elle a quand même quelque chose. Et une fois n'est pas coutume, je te disais que j'aime pas trop les squelettes. Ouais. J'ai fait une exception pour Vacheron, et je fais une deuxième exception pour la cloche version squelettée. Je suis d'accord avec toi parce que les autres, je les trouve plus fades, tu vois. Plus fades, et puis il y a le côté, quand t'as un cadran qui est plein, la cloche, ça donne tout de suite un côté, un peu maladroit, quoi. Un peu, je sais pas, elle fait un peu balourde, la montre. Oui, elle est pas symétrique, quoi. Exactement. Ouais. Elle fait un peu balourde, et alors que quand t'as la version squelettée, le fait d'avoir enlevé de la matière, ça crée un paradoxe qui est intéressant, parce que cette forme asymétrique et qui est assez originale, qui est pas commune, elle se récupère avec la matière que t'as enlevée, vraiment sur le mouvement, en étant squelettée, et la version squelette est hyper bien réussie. Non, je suis d'accord avec toi, et c'est vrai que ça met un petit coup de projecteur sur la cloche qui est une des icônes aussi du design chez Cartier, qui est très sympa, et c'est chouette. On parlait des marques qui étaient dans le passé à Baselworld et qui ont rejoint le salon à Genève. J'ai envie d'en parler d'une autre, Tudor. Qu'est-ce que t'as pensé de ce qu'ils ont sorti cette année? C'est simple, si on prend le groupe Rolex, moi je trouve que... Alors je vais juste faire une petite parenthèse sur les nouveautés Rolex. Pour moi, énorme déception, les nouveautés Rolex. Je voulais t'emmener après chez Rolex en passant par Tudor. Non mais vas-y, commençons par Rolex. Parce que d'habitude, on passe plein de temps, on passe limite trop de temps à discuter des nouveautés de Rolex. Donc j'aimerais qu'on fasse juste une petite parenthèse sur Rolex, et puis que pour après qu'on puisse parler plus longtemps des nouveautés de Tudor. Ce serait rendre justice à ce qu'a fait Tudor. Donc très rapidement sur Rolex, moi je trouve ça assez décevant. Ok, l'Explorer en 36 mm, elle est canon, c'est une belle montre, mais bon, il y a rien de nouveau. Ça reprend en fait les premiers codes qui sont de l'Explorer, parce que c'était une montre qui était aux alentours, qui était en 36 mm d'ailleurs, exactement, qui était pas sur une grosse. Et puis pour moi il y a un faux pas. On était dans les montres fashion, j'ai envie de dire un fashion faux pas. Sur une montre comme ça,
On peut réussir des versions tout or de montres sport, de montres d'exploration. Tu vas parler de la bicolore. Ah voilà, bicolore, putain, j'y arrive pas. Moi, les bicolores, arrêtez avec les bicolores. Ouais. Arrêtez avec les bicolores. Les bicolores, c'est généralement, c'est de la merde. Ça rend pas. Et je comprends pas comment on peut garder le cul entre deux chaises. C'est soit t'as une montre acier, soit tu vas sur du full, sur du full gold. Ouais. Il faut pas faire les choses à moitié. Alors, il y a quelques modèles chez Rolex où ça va très bien. Notamment, je me dis... La Root Beer. La Root Beer GMT. Exactement, la Root Beer GMT. Il y a aussi la Datejust sur le Jubilé. C'est pas si mal. J'étais dans la délation pendant pas mal de temps. C'est pas si mal en fait. Par contre, je trouve que sur cet Explorer, ça ne marche mais pas du tout quoi. Écoute, moi je vais continuer de délater parce que je pense qu'on a peut-être même déjà parlé ensemble sur ces montres, peut-être même d'ailleurs sur le podcast sur les montres bicolores. Je trouve, voilà, je trouve ça pas dingue, un peu mauvais goût selon moi. Il y a effectivement en ce moment peut-être un renouveau un petit peu pour ce type de design là. Quelques modèles qui sont réussis. Alors, je partage pas pour la Datejust, mais pour la Root Beer, effectivement. Mais je mettrai au défi quiconque qui voit une montre bicolore de me dire qu'il la trouve plus belle que la version full acier ou full or, tu vois. Oui, elle est peut-être pas si moche que ça, pourquoi pas. Mais si t'as le choix entre les deux, est-ce que vraiment tu irais sur ça? Moi, personnellement, non. Et pour revenir sur l'Explorer, ouais, j'ai pas été convaincu non plus. Alors, ça a fait beaucoup parler. Sur internet, etc. Et voilà, je pense qu'on n'est pas les seuls à être un petit peu interloqués là-dessus. Pour moi, c'est tout simplement pas dans l'esprit de la montre. Exact. Et on l'aime cette montre en tout acier. D'ailleurs, il me semble pas qu'elle existe en or. Je me semble pas l'avoir vue en or. Je connais pas tous les modèles Rolex évidemment, mais voilà. Non, mais t'as raison, c'est pas l'esprit de la montre. Et puis, on attend toujours beaucoup de Rolex. Ouais. Bon voilà, là, pour moi, c'est pas ça. Bon, alors après, là où je nuancerai un peu ce que tu dis encore, c'est que, tu vois, quand tu vois ce qu'ils ont fait l'année passée, c'était pareil, la Submariner, c'était par petites touches, etc. C'est Rolex, ils font pas tout le temps des nouveautés complètement sorties de nulle part, etc. Mais... Submariner que tu vas bientôt recevoir, ce qui prouve déjà que on peut les recevoir plus ou moins rapidement. Donc il y a un traitement de faveur à la fois pour les auditeurs du podcast et pour ceux qui y contribuent. Donc voilà, tu l'as redémontré. Mais tout ça, enfin blague à part, ils sont dans ce côté amélioration par incrément. Et oui, on s'attend effectivement à chaque fois à la super nouveauté, comme l'avait été la Skydweller il y a quelques années où c'était vraiment une complication qui était différente. Ouais, qui est sympa. Mais ils sortent pas ça tout le temps. Il y a des nouveautés sur les Skydweller. Exactement, ça permet de faire la transition, qui sont chouettes, je trouve. Non? Ça me fait pas rêver, personne. Bon, ils ont mis juste le jubilé dessus. Ouais, voilà, qui a un très beau bracelet, effectivement. Mais qui va bien avec l'esprit de la montre, je trouve ça va mieux avec celle-ci. Honnêtement, le jubilé, il va avec n'importe quel Rolex. Je suis pas d'accord. Je dis, sur une sub, non. Non, c'est vrai. La sub, c'est la seule. Sur une Daytona, non plus. Ça pourrait... Tu dis sur une sub, non, et on s'est rendu compte qu'ils l'ont mis sur une GMT. Ouais, mais ça existait initialement avec. C'est vrai. C'est un trop de la gueule aussi. Ouais. En fait, si même ça pourrait aller sur une sub. En fait, ça dépend vraiment si c'est assumé. Ouais, il y a un mélange des genres qui moi me parle moins parce que t'as vraiment si t'as trois bracelets chez Rolex, t'as l'Oyster qui va être un peu le classique que tu vas retrouver sur une majorité de la gamme, les montres sport, etc. Le président qui va être notamment sur la Day-Date. Et je verrai pas une Day-Date sur d'autres types de bracelets. Pour moi, je la veux sur président. Et puis le jubilé qui était introduit avec la Datejust, qui était censé être la montre habillée et qui pour moi va avec cet esprit-là. Donc on est sur un bracelet qui est plus habillé. Oui, je suis sûr que ça il la mettrait sur une sub et je l'aurais au poignet. Je dirais ouais, elle est chouette. Honnêtement, ça peut aller sur n'importe quel Rolex. Mais ça me parlerait moins et j'aurais moins envie de la voir là-dessus. Par contre, sur une Skydweller qui a des codes presque Datejust-esque d'une certaine manière, bah ça marche à fond. Ouais, ça marche, mais bon. Alors, parlons de Tudor un peu. Ouais. Super nouvelle pour tous les mecs qui sont sur des listes d'attente pour des Daytona, qui n'auront jamais d'ailleurs. Ouais. Ça sert à rien les mecs. Sauf si vous écoutez le podcast. Sauf si vous écoutez le podcast. Faut le dire à la boutique. Effectivement. Ouais. Si vous écoutez répétition minute, il y a peut-être moyen de moyenner, comme on dit. Black Bay Chrono. Très belles. Et elles sont franchement belles et j'ai l'impression qu'on retrouve... Alors,
tu peux pas dire que c'est la même chose, mais que t'as un peu cette tendance-là. Je repense à la Zenith, tu sais, ils ont fait une espèce de pseudo Daytona, etc. Enfin, tu vois, ces chronos avec ces lunettes un petit peu céramiques comme ça. J'ai l'impression que c'est une des tendances un petit peu du marché. Et pour revenir à la Tudor, bah, elle est franchement réussie. Elle est très très belle, ouais. Moi, je kiffe. Je kiffe et j'ai limite envie de dire, ouais, pourquoi attendre la Daytona? Ça, c'est top. Ça coûte aux alentours de 5000 francs. Chronomètre certifié, officiellement, étanche à 200 mètres. Ouais. Que demande le peuple? Ouais. Parce qu'il me semble que la Daytona, c'est 100 mètres. Ouais. Ça permet de couvrir pas mal d'usages, on est d'accord. Mais comme souvent avec Tudor, je pense qu'on a pas mal de contenu horloger. Et elle est franchement chouette. Ouais. Elle est top. La Tool Watch chrono, ultime. Ouais. Difficilement battable en fait. Ça va être difficile de faire mieux. Et je la trouve vraiment top cette montre. C'est un de mes gros coups de cœur des différentes nouveautés Watches and Wonders. Puis c'est vraiment ce qu'on attend de Tudor. C'est là où il y a un côté. Ça fait quand même quelques années quand même où ils font presque des sans fautes à chaque fois. Ils sortent toujours des nouveautés qui trouvent toujours leur public, qui sont hyper appréciés par les collectionneurs, etc. Qui font pas de débat. Alors évidemment, c'est pas mal s'il y a un débat, hein, mais c'est chouette aussi de sortir de l'ordinaire. Mais il faut aussi c'est sympa quand t'as quelque chose qui répond aux attentes du moment et on est clairement là-dessus quoi. Donc super nouveauté. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de monde déjà. Je voulais juste terminer avec une montre en particulier et une marque en particulier. On a parlé de Sainte Trinité horlogère. Oula, ça va lancer la polémique là. Voilà, on a fait Vacheron, on a fait Patek. On ne peut pas terminer cet épisode du podcast sans parler de la fameuse Black Panther d'Audemars Piguet, qui a été annoncée juste après la fin de Watches and Wonders, il me semble. Oui, ils ont fait un événement effectivement où ils ont. C'est là. Je dois saluer qu'ils sont quand même très futés, les mecs, parce qu'ils annoncent la plupart de leurs nouveautés juste avant Watches and Wonders, et ils annoncent ce gros truc-là juste après la fin de Watches and Wonders. Et là où c'est malin aussi, c'est que c'était Audemars Piguet, une marque qui initialement faisait partie du salon et qui s'est retirée l'année passée. Donc il y a un côté un peu guérilla marketing comme ça, où tu vas un peu pirater l'événement en disant comme tu disais, en étant présent un petit peu avant, un petit peu après, et puis finalement pour qu'on parle de toi, je pense que la marque étant ce qu'elle est, elle a pas besoin de ça pour qu'on parle d'elle, mais ça reste malin effectivement. Alors ça je trouve ça très fort de l'avoir monté comme ça. Après, qu'est-ce que tu penses de cette Black Panther là? Mais moi ça me parle pas et ça peut pas me parler. Déjà je suis pas Marvel. Faut dire franchement, je vais pas au cinéma ou très peu, ça m'intéresse pas, les comics, les machins, c'est pas du tout mon truc. Ouais. Moi, il y a qu'un seul truc, c'est Batman, et puis c'était les cartoons à l'époque quand j'étais gamin. Le reste ne m'intéresse pas. Marvel, je sais même pas ce que c'est pour dire franchement. Spider-Man, à la rigueur, c'était super cool quand j'avais des déguisements et que j'avais 8 ans, j'adorais, mais le reste, ça me parle pas, c'est pas ma cam. C'est un portable par rapport à la taille. C'est un partenariat qui je me baladais dans la rue comme ça, puis je voyais un gars avec un t-shirt Marvel et sans être dans les préjugés, c'est pas un client Audemars Piguet quoi. Et il y a un côté ce partenariat-là, moi me parle moins. Alors après j'ai conscience que c'est un énorme truc de la pop culture, c'est très présent aux États-Unis et Audemars Piguet est une marque très forte aux US. Le CEO actuel était l'ancien CEO aux US, donc il y a cette connexion ricaine, etc., qui évidemment fait sens. Leur marketing, leur égérie aussi, ils ont plein de superstars depuis toujours très US, donc je comprends la cohérence, mais juste moi ça me parle pas et ça peut pas me parler. Elle est aussi importable en termes de taille, tu vois, je veux dire, c'est je sais pas quel diamètre c'est, mais juste je ne peux pas la mettre au poignet et forcément moi j'aurais toujours du mal avec je trouve qu'il y a un côté hyper excluant. Après ça va, c'est 42 mm hein. Ouais, mais tu vois avec les espèces de cornes comme tu sais tu sais sur la Royal Oak, même une 41 Royal Oak là 1500 là, c'est imposant. C'est imposant, tu vois. Moi perso, je peux pas la porter malheureusement quoi. Et moi j'ai toujours du mal avec les montres qui vont être trop grandes où il y a un côté c'est juste pas pour toi, tu ne pourras pas la porter quoi. Moi il se trouve qu'après le design perso me parle pas. On est d'accord. On est d'accord. C'est vrai que Black Panther, moi je pige pas trop le délire, je suis comme toi, hein,
complètement hermétique à tout cet univers Marvel et compagnie. Après, c'est un gros débat que j'ai eu vraiment avec plusieurs potes, dont un en particulier, il se reconnaîtra. Je vois qui c'est. Ouais, il se reconnaîtra. Je vois qu'il se reconnaît. Après, lui, ça lui parle particulièrement. J'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable et avoir un peu l'esprit de contradiction. Même si j'ai pas mal balancé et je me suis un peu pris la tête avec lui en parlant de cette montre. Lui, il adore l'univers Marvel. Il adore le fait qu'une marque de luxe, de haute horlogerie, fasse des ponts communs, en fait, bâtisse des ponts communs avec ces univers-là. Ouais. Il y a un côté vraiment, on se fout des règles et on se fout de la bienséance horlogère, qui lui parle particulièrement. Et c'est vrai que ce côté, si on réinventait les règles à notre manière, si on se fout de la bienséance, c'est assez bonnard comme ça. Bon, après l'exécution, moi elle me parle pas. Je suis complètement d'accord, elle me parle pas. Et puis après, en plus tout l'événement marketing qu'il y avait autour, c'est quand même un délire particulier. Bon, je dois dire que c'était vachement impressionnant. Oui, ils ont réussi leur coup d'une certaine manière, et c'est pas que d'une certaine manière. Où ils ont clairement réussi leur coup, c'est qu'on a tous regardé. Oh, on a tous regardé. On a tous regardé. Qu'on soit des fans, qu'on en ait parlé positivement, qu'on ait parlé négativement. On a tous regardé et on en a tous parlé. Donc ça c'est leur coup qui a été réussi. Et puis ils ont quand même vendu cette montre à un prix. Oui, c'est vrai qu'il y avait une montre qui partait aux enchères 5 millions, quelque chose comme ça, il me semble. Plus de 5 millions, 5 millions 2 ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais oui, non, mais c'est pour ça, je pense pas que en termes de business ça change grand chose. Là où je trouve ça dommage malgré tout, c'est que ça crée beaucoup d'ondes négatives et c'est un paradoxe de dire ça, mais je vois pas du positif à ramener des ondes négatives, alors que voilà, quand ils veulent, ils font des lancements où qui mettent tout le monde d'accord et c'est plus ça que j'attends de toutes les marques, c'est des montres où voilà, ça ferme les bouches à tout le monde et tout le monde se dit waouh, ok, bon, on a compris, ils ont plié le game. C'est pas faux. Et puis surtout, Audemars, c'était une marque il y a quelques années, comme tu disais, ils avaient fermé la bouche de tout le monde. Il y avait un côté, effectivement, il y a peut-être 3-4 ans, il y avait un côté, c'était la montre la plus hype un peu en tant que marque, etc. Exactement. En termes de campagne de communication, en termes de collection, etc. Exactement. Et surtout, il y avait pas de négatif. Ou les seuls négatifs, c'est il y a pas, il y a des, comment on appelle ça, des listes d'attente, etc. Mais c'était juste de la réplique de rageux. Exactement. De rageux pur. Exactement. Mais et c'est là où je trouve ça dommage. Et là, l'enchaînement après Code 1159, de venir avec quelque chose comme ça qui est encore clivant, qui est décevant pour pas mal de gens. Ouais, on sent qu'Audemars, ils choisissent pas la facilité en fait vis-à-vis de la watch sphere. Voilà, ils font des choix. Après, ils les assument. Ouais. Ce qui est tout à leur honneur, et on verra ce que ça donne. Mais oui, la Black Panther là, moi ça me parle pas. Peut-être que le prochain super-héros, la prochaine réalisation sera plus de gueule. Si c'est Batman, là ça me parlera, et puis tu verras que je retournerai ma veste. Mais tu vois, je rebondis sur ce que tu disais sur le côté mixer deux trucs qui ont rien à voir. Et c'est vrai que de prime abord tu peux dire ouais c'est bizarre, pourquoi, etc. Et c'est vrai que moi j'ai une affection particulière pour la Rolex Oyster Perpetual Domino's Pizza, quoi. C'est complètement absurde comme, je vais dire collaboration, c'est pas vraiment une collaboration. C'est des montres qui étaient faites à la demande de Domino's Pizza pour récompenser. Ouais, ça c'est rigolo. Ou les Rolex Mickey et tout. Moi je trouve ça bonheur. Exactement. Mais alors pour le coup, Domino's Pizza, on est vraiment sur la pizza bas de gamme, on peut le dire. Ouais. Et Rolex qui est un peu l'image opposée. Mais je trouve ce contraste complètement dingue et j'aime beaucoup, quoi. Bon, je pense qu'on a fait un tour de pas mal de nouveautés. On peut pas évidemment tout voir. Il y en a tellement. Il y a énormément. Je veux dire, il y a Lange qui a fait plein de belles montres. Il y a Panerai qui a fait un truc intéressant aussi. Des matériaux sympas. Ouais, des matériaux qui sont recyclés. Il y a pas tout qui me plaît dans la montre, dans le cadran, mais je trouve que l'idée des matériaux recyclés,
C'est hyper sympa. C'est hyper sympa, c'est sympa, c'est nouveau, il y a évidemment un avenir immense là-dessus. Eux, avec leur thématique, la voile, les océans, la mer, etc. C'est pertinent, enfin, il y a plein de choses intéressantes. Baume a fait des nouveautés aussi intéressantes. Effectivement, il y a une montre acier un peu sport de Baume. C'est une icône qu'ils ont repris. Je suis désolé, j'ai oublié le nom de la montre, mais elle est pas mal du tout à aller voir. Qui était assez cool. Moser, Grobel, ils ont sorti des trucs, enfin IVC, bref, il y en a eu pas mal, et je pense voilà, on peut que vous inviter à aller jeter un coup d'œil aux marques qui ont sorti leurs nouveautés, au site Watches Wonders qui récapitule pas mal de choses aussi, enfin un petit peu tout ça. Et puis n'hésitez pas à revenir vers moi sur les réseaux sociaux pour me donner un petit peu vos commentaires là-dessus. Et puis on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. À la prochaine, Marc. Ciao tout le monde. Merci Benjamin, salut. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.